Bonsoir, merci d'assister à ce live Studyrama TV consacré ce soir au master spécialisé Messic Paris. Je reçois pour en parler Jean-Yves Klein. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes directeur de ce programme qui se décline comment? Master spécialisé? Master spécialisé en management des entreprises culturelles et des industries créatives. Vous êtes rattaché au groupe C Dijon. Oui. Puis vous affichez clairement Messic Paris. Où se situe dans le sphère des formations du groupe votre programme? En fait, le Messic a été créé il y a maintenant 25 ans par le groupe ESC Dijon, avec une orientation volontairement européenne, avec des programmes itinérants. Donc pendant une dizaine d'années, ce programme a été itinérant de centre culturel de rencontre en centre culturel de rencontre, avec une connotation très très marquée sur le patrimoine. Depuis maintenant pratiquement 15 ans, ce programme a opéré un retournement en suivant en cela l'évolution du marché du travail et des besoins des professionnels, en incorporant l'ensemble des secteurs des industries créatives à sa base initiale. Après quelques années passées à Dijon, il s'est avéré que pratiquement 90% des intervenants professionnels qui composent l'essentiel du corps enseignant du programme étaient issus de Paris ou région parisienne, ou s'ils étaient issus d'autres endroits, le point central Paris était beaucoup plus pratique en termes de logistique, simplement. Par ailleurs, les élèves, les étudiants venant de partout en France et même de l'étranger, il était logique et légitime à un moment donné que ce master existe à Paris. Ça fait maintenant presque 10 ans que ce programme est à Paris aujourd'hui, et ça nous permet également d'avoir toute une série de conférences hors les murs, lorsque cela est intéressant, de pouvoir non seulement rencontrer des professionnels, mais surtout les rencontrer sur leur lieu de travail et de pouvoir accompagner des conférences par des visites techniques. Voilà. Avant de nous décrire qui sont vos participants, justement, ils viennent manifestement des quatre coins du monde. Emma vous demande, qu'entendez-vous par industrie créative? Alors les industries créatives, c'est très simple, elles intègrent aujourd'hui l'ensemble du secteur privé qui correspond à la création, à la fabrication, à la diffusion, au financement des produits culturels. Du film de cinéma en passant par la série télé, en allant donc à l'édition, les jeux vidéo. Nous sommes dans les industries culturelles, dans les industries créatives, et on a tendance à considérer aujourd'hui qu'elles viennent s'ajouter et qu'elles ont une place prépondérante, même dans certains cas, à l'ensemble de l'action publique de la culture. Initialement posée dans la préservation et la gestion du patrimoine, dans également par exemple toute une partie du spectacle vivant. Julien vous demande si le web est une industrie créative. Le web est un canal, le web est un moyen. Le web peut éventuellement servir de support, de nouveaux supports de diffusion d'un contenu culturel. À la limite, la question du support en lui-même n'a pas tellement d'intérêt. Le véritable intérêt, c'est quel est le contenu culturel qu'il sert à diffuser et auprès de qui il est destiné. Je prends juste un petit exemple. J'ai un étudiant donc, qui aujourd'hui est en stage dans une start-up de production de ce programme court en web-série. C'est effectivement un nouveau canal de diffusion et il y a effectivement de nouveaux postes à prendre dans ce type de structure. Concrètement, alors, le master spécialisé répond à des exigences de recrutement particulières. Qui sont les participants? D'où viennent-ils? Quels sont leurs profils? Alors, on a une petite particularité par rapport à nos confrères, c'est que nous avons une volonté de travailler dans un premier temps sur des effectifs extrêmement réduits. 20 personnes, 21 personnes grand maximum. Une raison très simple, la volonté d'avoir un accompagnement personnalisé sur la gestion du projet professionnel de chaque étudiant. C'est moi qui m'en charge en grande partie, mais pas seulement. Et ce travail implique de travailler sur des effectifs réduits. Sur cette vingtaine d'étudiants par promotion, vous allez avoir des gens qui vont être pour partie issus de formations
école de commerce, gestion, finance, économie, pour partie qui vont être issues de formations histoire de l'art et l'école du Louvre, histoire, architecture, formation musicale, formation artistique, musicologie. Ce que je veux dire par là, c'est que nous ne nous interdisons aucune origine. La raison, elle est très simple. Nous cherchons à constituer des groupes hétérogènes complémentaires avec des parcours extrêmement variés. Notre objectif à nous, c'est de voir si la formation par son contenu et par l'ensemble des rencontres qu'elle va susciter, des rencontres professionnelles qu'elle va susciter, est en cohérence avec le projet professionnel porté par chacun des candidats et est en cohérence avec l'ensemble du parcours antérieur du candidat. Un master spécialisé vient clôturer un parcours ou réorienter un parcours professionnel. Donc il est impératif que le projet professionnel porté par le candidat soit en cohérence avec l'ensemble des compétences qu'il a acquis jusqu'au moment où il est arrivé jusqu'à nous. Et ensuite, le projet professionnel plus les compétences de l'étudiant vont nous permettre de nous faire un avis sur notre capacité à nous, master spécialisés, de lui ouvrir la bonne porte pour une insertion professionnelle rapide. L'objectif essentiel de ce programme, c'est l'insertion professionnelle réussie, rapide dans le secteur culturel de chacun de nos candidats. On va revenir, ça va être un peu redondant à ce qu'on disait, mais quelque part, quels sont les débouchés de ce master spécialisé? Alors justement, en corollaire de ce que je viens de dire, ils sont extrêmement variés. Je peux vous citer quelques exemples sur les quelques promos récentes. Vous allez avoir une jeune femme qui a été responsable administrative d'un fonds régional pour l'art contemporain en région Aquitaine. Vous avez un ancien étudiant d'il y a 2 ans qui, lui, aujourd'hui, est adjoint de l'administrateur des théâtres de la ville de Compiègne. Vous avez un autre étudiant un peu plus âgé qui est responsable de la conférence Le Web au sein du RIN-MIDEM, après être passé par le MIDEM au service marketing. Autant de parcours très variés, très différents. Et pour quelle raison? Tout simplement parce que chacun est arrivé au MESSIC avec un projet professionnel qui a été, entre guillemets, si je puis dire, validé par le jury d'admission, qui a subi un certain nombre d'évolutions au cours de la formation. En moyenne, c'est un pourcentage un petit peu grossier, mais pratiquement la moitié d'une promotion, en l'espace des 6 mois de cours intensifs, modifie sensiblement son projet professionnel à travers un certain nombre d'informations données sur des fonctions précises, à travers l'évolution d'un certain nombre de secteurs d'activité, à travers des rencontres faites par les professionnels. Chaque étudiant rencontre en l'espace de 6 mois 70 professionnels différents à travers des conférences courtes, à travers des modules plus longs. On pourra éventuellement y revenir, mais surtout, ça donne l'opportunité à chacun des étudiants d'avoir, par rapport à son propre projet, entre 3 et 5, 6 rencontres de professionnels, non pas pour avoir un piston ou quoi que ce soit, mais pour avoir un regard qui va éprouver la crédibilité du projet professionnel porté par l'étudiant, la pertinence de son CV, l'actualité de ses choix professionnels au regard de la temporalité au moment où il sortira de la formation. Ça aussi, c'est un élément très important. Un projet professionnel peut aussi évoluer en fonction du moment et de la faiblesse de la demande ou de l'augmentation de la demande pour telle ou telle fonction dans tel ou tel sous-secteur de la culture. Avant de revenir à la sélection et au parcours atypique que vous recherchez quelque part, comment se construit le programme en septembre? Il rentre en octobre, pardon. Comment se construit-il? Vous parliez de modules tout à l'heure. Oui. Quels sont les enseignements finalement auxquels ils n'échapperont pas? Alors, ce programme est composé de 15 modules. Je ne vais peut-être pas faire la liste de l'ensemble des modules, mais disons que vous avez un certain nombre de modules qui vont vous donner un certain nombre d'éléments fondamentaux de base sur des fonctions, dites fonctions support. Marketing, communication, gestion, problématiques de financement,
Et ensuite, vous allez rentrer dans des détails avec des structurations de secteurs d'activité, avec des différentes chaînes de valeur selon le secteur dans lequel on se trouve. Si on est dans le spectacle vivant ou si l'on est dans les institutions muséales, on va avoir des fonctionnements, des modalités très différentes. L'environnement administratif, l'environnement institutionnel, tout ça va être abordé. Et tout ça va être abordé avec une vision la plus exhaustive possible de l'ensemble des secteurs culturels. Et nous obligeons, entre guillemets, chaque étudiant, qui pourtant a été recruté sur un projet professionnel très précis, et souvent relativement différent de celui de son voisin, nous les obligeons à suivre et à intégrer l'ensemble de ces connaissances sur l'ensemble de ces secteurs ou de ces fonctions. Pourquoi ? Parce que dans une vie professionnelle à venir, on va changer de fonction, on va changer de secteur d'activité, même si l'on reste dans la culture, au minimum 5 fois. Et qu'il faut être capable d'avoir une culture professionnelle de l'ensemble de ces secteurs, même si l'on n'est pas amené à s'en servir immédiatement. Le deuxième élément, c'est que dans beaucoup de projets culturels aujourd'hui, quels que soient les supports, il y a une pluridisciplinarité de plus en plus exigée. Un musée qui va faire appel pour un événement précis à une compagnie théâtrale pour faire un événement de spectacle vivant qui lui-même va être filmé pour être diffusé sur le web, etc., etc. On peut se retrouver avec un besoin de créer dès le départ, dès la fin de la formation, de constituer un réseau de contacts professionnels, au premier chef desquels il y a l'ensemble des co-religionnels de la promotion, qui vont permettre d'avoir des connexions dans un secteur connexe, dans le secteur voisin, et qui serviront de point d'entrée dans 2 ans, dans 3 ans, etc. C'est le propre DMS de se constituer un réseau avant d'aller vers un test professionnel, le stage de longue durée. C'est quand même... Pour moi, la particularité des masters spécialisés, c'est d'apporter à des gens qui n'ont pas forcément suivi des cursus type école de commerce, de venir leur apporter en fin de parcours cette exigence de résultats et cette particularité dans les enseignements, à savoir que les enseignements sont, et c'est d'où l'importance très forte de professionnels au sein du corps enseignant, d'être ancrés avec les réalités du secteur professionnel. Et tout ça pourquoi ? Pour une insertion professionnelle la plus rapide possible. Voilà. Vous disiez que vous aviez des parcours universitaires qui venaient. Il y a Rémi qui vous demande si on peut intégrer après un parcours histoire de l'art. Vous le disiez tout à l'heure, oui. Et une internaute vous demande si on a des lacunes. Faites-vous des mises à niveau? Je suppose que les universitaires ont quand même un volet de la gestion qui leur manque quelque part. Alors, il faut bien comprendre que dans la sélection, prenons l'exemple de quelqu'un qui a fait une formation histoire de l'art. Si cette personne se présente à nous avec comme projet professionnel, par exemple, de devenir directeur administratif et financier d'une société de production audiovisuelle, on va tout de suite évidemment lui dire qu'il y a une incompatibilité définitive entre son projet professionnel et son parcours universitaire, et que n'importe quel master spécialisé du monde n'arrivera pas en 18 mois à le transformer en cette formation-là, et que quiconque lui dirait cela lui mentirait. En revanche, si cette même personne arrive en disant j'ai comme projet professionnel de devenir responsable des outils de médiation auprès des publics dans une institution muséale, ou j'ai comme objectif professionnel d'organiser par exemple du tourisme culturel dans des régions qui contiennent des patrimoines importants, je lui dirais venez, parce que là nous avons les capacités de vous apporter les connaissances qui vous manquent en communication, en marketing, en gestion, en commercialisation. Et là, il y a une cohérence puisque cette personne pourra réutiliser la totalité des compétences acquises jusque-là et pourra s'intégrer très facilement dans l'objectif professionnel qu'elle recherche. Donc encore une fois, on revient à la sélection initiale et à la cohérence entre, d'une part, le projet professionnel porté par l'étudiant, les compétences qu'il a acquises jusque-là, ce que nous sommes capables de mettre en place pour lui permettre d'atteindre son objectif professionnel, et la cohérence de ce projet professionnel avec le moment où il sortira sur le marché du travail. Je ne vais pas dire la même chose au même candidat
selon qu'il se présente à telle année ou à telle année en fonction de l'évolution du secteur d'activité. Je donne un petit exemple. Dans les 3-4 dernières années, on a vu une forte progression des demandes de postes liées au financement, à la diversification des modes de financement, notamment dans des collectivités locales, notamment dans des institutions publiques, notamment muséales, où on a créé des postes de responsables du mécénat ou des partenariats. Il est évident que ce mouvement de création de postes est en train je dirais de ralentir et qu'on est en train de passer à un marché de renouvellement. Et donc forcément, dans la sélection des candidats et dans les conseils et les directions que l'on va donner aux étudiants, dans leur stage, dans le choix de leur stage et dans le choix de leur carrière, il y aura peut-être un petit peu moins d'orientation vers ces postes-là dans les années qui viennent qu'il n'y a pu y en avoir dans les années précédentes. C'est ce qui assure la pérennité des MS, c'est-à-dire d'assurer un emploi. Et vous, donc, reformatez éventuellement la formation en fonction des besoins du secteur. Je suis, par exemple, dans toute la période, je n'ai pas parlé peut-être de la temporalité des études, donc le master est un master qui exige un temps plein, 5 jours par semaine, 7 heures par jour, de mi-octobre à début avril. Du mois d'avril jusqu'au mois de décembre, il y a une fenêtre pour réaliser sa mission professionnelle qui doit faire 6 mois minimum, enfin 4 mois minimum dans le cadre d'un stage, 6 mois maximum, et en même temps la rédaction de sa thèse professionnelle. Dans la période où les étudiants sont en stage, l'essentiel de mon travail consiste justement à être à l'affût des tendances nouvelles, des nouveaux besoins du marché, de rencontrer un maximum de professionnels, pas forcément pour qu'ils interviennent dans le programme, mais simplement pour que j'ai la connaissance la plus précise possible de leurs besoins futurs ou de leur avis. Donc vous pouvez adapter éventuellement en cours d'année. Alors là où on va pouvoir adapter, c'est pas tellement sur les intitulés des modules et sur la base de contenu, de connaissances fondamentales qui elles, je veux dire, sont quand même relativement stables. En revanche, ce qu'il se passe, c'est que nous avons un programme de conférences intégrées dans les modules qui se déroule 3 fois par semaine pendant toute la durée de la formation, des conférences de fin de journée où les différents professionnels viennent faire un point sur un parcours professionnel, présenter une fonction, présenter un secteur d'activité, parler de nouvelles tendances, éventuellement faire de la prospective, et que le choix de ces professionnels que je fais donc en ce moment même permet justement d'adapter, d'orienter la formation aux évolutions du marché et d'être au plus près possible, si tant est que ce soit possible pour tous les secteurs, ce serait difficile, mais en tous les cas d'essayer de s'approcher au maximum des tendances à venir. En clair, le management culturel, c'est pas un métier de facette, de baladin, c'est de la finance, c'est du marketing, c'est quand même, ça repose sur des fondamentaux de la gestion et... La culture, j'ai tendance à dire que la culture, ce sont des choses frivoles qui sont faites avec beaucoup de sérieux, aussi bien sur la création que sur l'accompagnement de cette création. Fondamentalement, les gens qui font ce type de formation doivent être au service de la création, que ce soit une création qui a 350 ans, que ce soit une création en devenir, que ce soit une création destinée à un très large public, que ce soit une création destinée à un public extrêmement ciblé, et que l'on serve cette création dans des fonctions d'administration ou dans des fonctions de communication ou de diffusion ou d'explication auprès du public. On est au service de cette création et évidemment, on vient donner, à mon sens, mais j'en ai fait ma vie professionnelle à tous les niveaux. Justement, vous étiez dans le monde de la production audiovisuelle, vous avez une longue expérience. Qu'est-ce qui a changé aujourd'hui? Il y a une exigence beaucoup plus forte de connaissances en matière de finance, de gestion d'entreprise. Alors c'est quelque chose qui existait déjà, enfin qui a vraiment, aujourd'hui c'est totalement admis. C'est vrai qu'il y a 25-30 ans, les gens issus de formations type école de commerce étaient plutôt mal perçus par un certain nombre d'acteurs du secteur, et notamment par des producteurs indépendants par exemple, qui avaient créé leur propre entreprise, qui étaient issus d'un environnement très différent, qui avaient appris entre guillemets
sur le tas. Et du coup, on s'est retrouvé dans un système avec des sources de financement de plus en plus variées, avec des obligations de rendement et de résultats de plus en plus importants. Je parle là, pour le coup, je parle de la production télé, qui est un domaine un peu particulier, si on compare avec le cinéma, et qui a nécessité d'avoir de plus en plus de compétences dans un certain nombre de domaines connexes. Le système en lui-même se complexifiant, je pense par exemple à l'ensemble des critères d'attribution des aides, ou à un certain nombre de programmes de financement européens qui nécessitent pour certaines formations, pour certaines entreprises, d'embaucher une personne dédiée à la gestion de ces aides. Tout ce système-là nécessite une certaine professionnalisation. Et puis dans le même temps, sur le faire savoir, on se retrouve dans une situation, là pour le coup de manière beaucoup plus récente, extrêmement difficile. On est sollicités tous par de multiples canaux de communication. On arrive à recevoir, sans même l'avoir demandé, des recommandations extrêmement pointues sur ses goûts personnels pour lire, pour regarder, pour aller au spectacle, pour apprendre, pour se cultiver. Tout ça demande de la part des services communication de l'ensemble des institutions culturelles, qu'elles soient privées ou publiques, une professionnalisation et une connaissance de ces différents supports encore plus pointue. Vous êtes intégré au groupe ESC Dijon, qui a une école, la SWSB, j'y suis arrivée, qui est récemment créée, qui s'est regroupée. Vous êtes un programme administrativement rattaché à ce programme. Et quels sont les liens avec le monde du vin? Y a-t-il des interactions? La culture et le vin sont totalement liés. Petite anecdote, je reviens en tant que jury du festival Leno Vidéo, qui est le festival du cinéma sur le vin. Donc voilà, une preuve tout à fait directe que le vin et la culture sont indissociables et font bon ménage. Plus sérieusement, c'est patrimoine aussi. Oui, c'est tout à fait juste. La School of Wine est patrimoine immatériel, et d'ailleurs, il y a un certain nombre de demandes, un certain nombre de terroirs pour être inscrits au patrimoine mondial de l'UNESCO. Donc ce sont des démarches qui, là pour le coup, par exemple, c'est une démarche qui, en règle générale, est menée par une équipe qui est issue, dont les membres sont issus du management culturel. Donc pour revenir au cas spécifique du groupe ESC Dijon, le groupe ESC Dijon a eu un mouvement dans ces dernières années de renforcement d'une spécialisation sur deux axes, sur des formations postgraduate. D'un côté, le management du vin, et de l'autre côté, le management culturel. Et le management culturel, d'ailleurs, est lui également traité en spécialisation en troisième année du programme Grande École. Vous avez quand même des séminaires qui sont liés à ça. Et d'ailleurs, cette année, vous avez fait des visites. Alors, le séminaire de rentrée de la promotion 2014-2015, donc qui est rentré, a fait effectivement une journée de formation et d'immersion dans le vignoble autour de Dijon, avec une approche spécifiquement culturelle. Comment s'inscrit dans la culture locale l'ensemble du terroir, et quelles sont les conséquences en termes de tourisme culturel. Un des liens les plus forts entre vin et culture se retrouve à la croisée du tourisme culturel, où on va pouvoir découvrir une région, son terroir, sa gastronomie, ses vins, son patrimoine, ses institutions muséales et puis les paysages. Vous avez un spectre d'origine universitaire très vaste. Donc vous disiez que vous étiez très regardant sur les sujets. Combien de candidats à peu près avez-vous chaque année? Alors par an, nous avons une centaine de candidats pour 20 places. Qui se présentent pour 20 places. C'est une sélection relativement importante, et en même temps, comme je le disais tout à l'heure, il n'y a aucune exclusive au regard des origines. Le tout, c'est d'avoir un projet professionnel cohérent. Alors, projet professionnel cohérent et évidemment garanti par un niveau académique minimal, mais surtout garanti par, je dirais, un certain nombre de preuves, entre guillemets, que l'étudiant ou que le candidat a déjà été confronté, son désir d'intégrer le secteur culturel, par
des stages, par des boulots d'été, pourquoi pas, par des initiatives à la réalité, à la réalité, qu'il n'est pas attendu d'avoir une autorisation académique pour faire des choses, découvrir, exister, être bénévole dans un festival de théâtre dans une région de France, c'est très simple. Voilà, donc une petite première expérience préalable. Plusieurs même. Plusieurs. Alors, Laurent vous demande, il dit qu'il vient de valider un M1. Ce sont des mesures dérogatoires pour la conférence des grandes écoles, pour les masters spécialisés. Tout à fait. Combien? Est-ce que c'est 30% de l'effectif chez vous? C'est marginal finalement? Exactement, c'est tout à fait ça. Donc, alors il se trouve que le Messic Paris a une particularité, c'est qu'il a la capacité de délivrer un master du groupe ESC Dijon hors dérogation à des étudiants de niveau M1 ou éventuellement de les intégrer si on considère que c'est justifié au regard du parcours de l'étudiant dans le volume dérogatoire lui permettant d'accéder à un niveau MS. C'est-à-dire les intégrer à un master du groupe ESC Dijon? C'est-à-dire que le groupe ESC Dijon... Un master spécialisé ou le MSI? Non, ni l'un ni l'autre. Ils obtiennent un diplôme du groupe ESC Dijon, grade Master 1. Voilà. D'accord, du programme Grande École en Exactement. fait. D'accord, qui a donc cette spécialité management culturel. Exactement. Vous avez des interactions avec les enseignants, ils oui, interviennent d'un programme à l'autre? Parmi l'ensemble du corps professoral qui intervient au sein du Messic, vous avez une quinzaine d'intervenants académiques qui viennent du groupe ESC Dijon et qui d'ailleurs arrivent en règle générale dans la première partie de la formation lors du premier trimestre, justement pour apporter un certain nombre de compétences fondamentales spécifiques, notamment en termes de gestion, de comptabilité, de droit, et qui viennent poser le socle de connaissances communs sur lequel l'ensemble des étudiants vont travailler très très vite et très rapidement sur des études de cas dédiées. Voilà. Donc en fait, l'expertise du corps professoral du groupe profite aussi complètement. C'est d'ailleurs là-dessus que repose la crédibilité académique du programme. C'est le noyau dur de l'enseignement. Autour de ce noyau dur, vous avez un premier cercle d'enseignants professionnels, cette fois, donc des experts extérieurs, en place, qui sont en activité et qui vont intervenir sur des modules d'une quinzaine d'heures sur des cas spécifiques. Je vous donne un exemple parmi tant d'autres. Dans le module de gestion budgétaire, Thierry Piliot, qui est le directeur des productions du Théâtre de la Colline, fait un module de 15 heures de gestion de production de spectacles vivants, avec pour particularité d'être effectué sur place au Théâtre National de la Colline et de travailler sur le spectacle en cours, ce qui implique que les étudiants l'ont vu avant de commencer le module. Et donc d'un seul coup, même l'étudiant le plus réfractaire aux normes comptables et aux problématiques de gestion va se retrouver à traiter ces données en travaillant sur un contenu qu'il aura vu sur scène et où chacune des évolutions qu'il va proposer dans le cadre de jeux d'entreprise ou d'études de cas sur des changements d'une ligne budgétaire va avoir une influence directe sur ce qui pourrait être diffusé sur scène. Résultat, ce type de connaissances s'intègre encore plus facilement pour chacun des étudiants, quelle que soit leur origine. Il y a Céline qui vous demande que, bon, après tout, entreprise culturelle, est-ce que ça recrute vraiment? Et qu'apporte une formation complémentaire? C'est vrai que le MS est une formation de haut niveau, qui est un label conféré par la conférence des grandes écoles, qui n'a pas de diplôme en soi d'ailleurs. Est-ce ce qu'on appelle un master 2, ce qui est un équivalent? Quelque part, quelle est la nécessité d'avoir un bac+5 pour exercer, même bac+6 dans votre... Alors je vais être très, très politiquement incorrect. Aucune nécessité pour personne. On peut trouver des parcours, de multiples parcours de gens ayant parfaitement réussi sans même avoir fait une année d'études supérieures. Donc la question n'est pas tellement de savoir si c'est indispensable ou pas.
il se trouve qu'il y a un certain nombre de secteurs d'activité où quand on regarde les offres, ce niveau de diplôme est exigé. Je pense notamment aux collectivités locales, aux institutions muséales, également à un certain nombre de structures liées au spectacle vivant, où on va aujourd'hui réclamer ce niveau d'expertise. Maintenant, si on parle peut-être plus, là encore, moi, mon maître mot, c'est le projet professionnel. Si on se remet plus dans cette perspective-là, un étudiant qui aura donc un des parcours dont je vous ai parlé tout à l'heure, en faisant ce master, en faisant ce programme, il va avoir une espèce d'accélération dans l'acquisition d'un certain nombre de connaissances et de compétences et de connaissances de fonctionnement intime de telle ou telle branche du secteur culturel. Et deuxième élément, il va pouvoir, en un temps extrêmement réduit, rencontrer un nombre de professionnels qui vont pouvoir lui donner un avis éclairé sur son parcours, sur son CV, sur son projet, sur l'idée qu'il se fait du secteur et des opportunités, en un temps record. Voilà. En clair, pragmatisme, professionnalisation, un rapport très fort avec le monde de l'entreprise, enfin des partenaires. Vous avez pas mal de partenaires d'ailleurs. Oui. Et puis, c'est validé par un stage de longue durée en l'occurrence. Donc, on est pro jusqu'au bout, quoi. Il faut impérativement terminer par ce stage. Alors, je précise que nous... C'est un tremplin d'ailleurs vers l'emploi. Alors justement, nous l'appelons mission professionnelle parce que cette mission professionnelle peut recouvrir différentes réalités juridiques. On peut être dans un stage classique, donc un stage qui doit faire un minimum de 4 mois, un maximum de 6 mois maintenant à cause des nouvelles réglementations. On peut également être embauché et les 4 premiers mois de son activité professionnelle feront office de mission professionnelle. Et on peut également créer son entreprise. Il arrive que nous recrutions des candidats qui portent en eux un projet de création d'activité. Et pas plus tard qu'il y a 2 ans, un étudiant avait un projet de création d'activité spécifique. Il a été recruté en partie sur ce projet qu'il nous avait présenté en entretien. On a aménagé un module de gestion de projet d'ingénierie culturelle pour qu'il puisse porter le travail de business plan préalable à la création de son entreprise pendant ce module. Et à la sortie, donc à la fin de la période résidentielle, au bout des 6 mois de temps plein de résidentiel, il a créé son entreprise. Ça fait maintenant 1 an et demi qu'il a ouvert et tout marche très bien, tout fonctionne très bien, à tel point qu'il est intervenu l'année suivante dans le module de projet professionnel pour présenter dans une de ces conférences dont je parlais de 2 heures en fin de journée, pour présenter son parcours aux étudiants de l'année suivante. Voilà un exemple de mission professionnelle spécifique. Il est vrai aujourd'hui que l'essentiel des missions professionnelles sont réalisées sous forme de stage. Pour une raison toute simple, c'est que les entreprises qui auparavant étaient en capacité de recruter en direct éventuellement certains de nos étudiants, aujourd'hui passent systématiquement par la phase stage qui va servir de double, je dirais, période d'essai. Voilà. Question qui fâche en général, c'est rémunérateur, le domaine culturel? Là aussi, si l'argent est votre moteur principal, le secteur culturel n'est pas pour vous. Il faut être très honnête et très clair. Ça doit être porté par une vocation. En revanche, il est vrai également que les salaires de départ, aujourd'hui, nous sommes aux alentours de 30 000 € annuels pour un salaire de départ en salaire moyen. Ça inclut aussi bien des postes moins payés dans certaines institutions culturelles publiques que des postes mieux rémunérés dans un certain nombre de secteurs privés des industries créatives. Mais si vous voulez, l'évolution salariale dans ce type de secteur d'activité, elle passe beaucoup plus souvent par des changements de poste de structure à structure que par des évolutions régulières sur une grille de salaire éventuelle. Voilà. Il y a des fonctions qui sont plus rémunératrices que d'autres? J'aurais tendance, plutôt que de parler de fonctions, je parlerai plutôt de secteurs, de niches qui sont plus rémunératrices que d'autres. Il est vrai que, par exemple, le jeu vidéo est aujourd'hui une structure, enfin un secteur d'activité qui offre des salaires qui sont plus intéressants que le patrimoine dans certains cas. C'est vrai.
Est-il vrai que vous n'avez pas, votre master a participé en tant qu'ambassadeur à la rénovation d'une toile de Gustave Courbet, pardon. Oui, de Courbet au musée d'Orsay. Alors, c'est intéressant de parler de ça parce que c'est vraiment, on est au cœur de ce qui se passe en ce moment. Le musée d'Orsay a lancé une souscription pour la première fois en utilisant le financement participatif avec le site Ulule. Et non seulement a réuni autour de ce projet de rénovation, donc la particularité de cette opération, c'était de rénover une toile qui est une toile qui ne peut pas être déplacée et de la rénover au vu de l'ensemble des visiteurs. Et donc, en plus de l'ensemble des partenaires, je dirais, institutionnels classiques ou des grandes industries qui viennent participer à ce type d'opération, le musée d'Orsay a souhaité faire intervenir les particuliers. Et en plus des particuliers, l'ensemble des jeunes et des étudiants. Et quoi de plus normal que d'utiliser, entre guillemets, l'ensemble des intervenants sur la formation du management culturel. Et le musée d'Orsay a proposé à plusieurs formations de management culturel, de devenir non pas partenaire mécène, puisque financièrement on pouvait difficilement intervenir, ou en tout cas à des montants très faibles, mais en revanche se faire le relais, devenir ambassadeur de cette opération. Et donc pendant toute la durée de l'opération, ça s'est traduit par quoi? Par des liens et une visibilité du logo de l'opération sur l'ensemble des signatures mail du corps enseignant du MESSIC. Ça a été transmis également au groupe ESC, ça est passé par les étudiants sur les sites internet, de manière à se faire le relais par réseau de cette opération, et qui plus est à un public intéressé. Donc les grands musées, le patrimoine dans son ensemble, mais à l'amont, on vous demande avec quel type d'entreprise vous travaillez en réseau. Est-ce que vous pouvez en citer certaines? Vous avez beaucoup de partenaires. Alors, évidemment, c'est toujours difficile de les citer parce qu'on a toujours peur d'en oublier. Mais, oui, ça va être un peu compliqué, d'autant plus que nous avons des partenaires, si vous voulez, tous les partenaires ne sont pas tous sollicités tous les ans. Il y a aussi des évolutions et par exemple, je vais vous citer Ulule, dont le directeur général Arnaud Burgot vient faire une intervention de 2 heures sur le financement participatif. Par exemple, un partenariat de grande ampleur avec l'Atelier lyrique de l'Opéra de Paris, qui donne lieu notamment à une rencontre avec des chanteurs lyriques. J'ai trouvé intéressant qu'en plus de rencontrer Véronique Fischer, l'administratrice, directement intéressante pour nous par rapport au contenu, les étudiants aient l'opportunité à un certain nombre d'occasions de rencontrer des artistes, parce qu'à un moment donné, ils vont quand même être au service de ces artistes. Donc il était intéressant qu'ils soient confrontés à 2 étudiants comme eux, en formation continue pour certains comme eux, mais cette fois dans le chant lyrique, dans une formation d'excellence prestigieuse. Ça permet d'avoir des échanges et de mettre en perspective ce à quoi ils s'attachent. Ils sont là pour aider la création, ils sont là pour mettre en valeur le travail des créateurs. Quoi de mieux que les rencontrer? Donc, un master exigeant quand même en matière de sélection. On ne vient pas par hasard chez vous. Il faut avoir une certaine appétence pour le monde et le management culturel. On n'ajoute pas une coloration management culturel à un parcours antérieur, mais quand même un projet professionnel, une appétence pour votre secteur. Quelque part, avez-vous le souvenir d'une candidature mémorable et à contrario, une candidature qui a été d'emblée rejetée Alors, candidature mémorable. Alors là, vous me prenez un peu de cours. D'autant plus que si la personne se reconnaît et que ses camarades la reconnaissent, c'est toujours un peu délicat. Alors qu'avez-vous apprécié chez certains candidats? Non, mais juste un mot sur... je me souviens d'une candidature récente où c'était une étudiante qui avait fait un parcours exclusivement universitaire, où en discutant avec elle, on avait bien compris qu'elle avait été un petit peu seule dans ses choix d'orientation, qu'elle avait particulièrement bien mené, avec des formations complémentaires et une vraie ligne directrice, et qu'elle avait pris l'initiative d'agrémenter cette formation universitaire de périodes de travail salarié, de stages, qui étaient
parfaitement complémentaire avec son parcours. Et j'avais trouvé que son projet professionnel, du coup, est vraiment extrêmement construit. Et avec la particularité d'avoir géré ce chemin de manière autonome et indépendante. Et elle avait pleinement réussi dans ce travail. Donc j'avais été particulièrement touché par ce parcours. Et un autre exemple de quelqu'un qui a été refusé cette année et qui a un parcours académique irréprochable, mais avec pratiquement aucune incursion dans le réel lors de stages ou lors d'initiatives personnelles dans le secteur culturel, avec une espèce je dirais, de contresens dans le fait de se présenter et de réaliser en fin de parcours académique qu'elle voudrait travailler dans la culture. C'est un peu tard. Voilà. On ne se présente pas à votre master spécialisé ou à une candidature sans avoir vu un minimum le contenu, notamment aux entretiens. Vous misez sur le pragmatisme. Encore une fois, vous êtes ouvert à tous les parcours académiques, oui. même salariés d'ailleurs, ou professionnels en exercice. Je tiens beaucoup à la composante des personnes en reconversion professionnelle. Je ne m'interdis je ne me mets aucun interdit sur des tranches d'âge ou quoi que ce soit. Simplement, ce qui est important, c'est toujours la même chose, c'est l'utilisation, et c'est encore plus important dans le cas d'une reconversion professionnelle, la possibilité de réutiliser la majeure partie des compétences et des expériences acquises par la personne dans le cadre de son nouveau projet professionnel. Donc c'est ça l'important. Et puis ça permet aussi de donner une maturité à la promotion très très forte. Les échanges qu'il y a entre des personnes qui ont 5-10 ans d'expérience professionnelle et celles qui n'en ont pas encore tout à fait, ça permet d'avoir une très grande maturité dans le groupe. Et ça permet aussi de redonner un petit coup de jeunesse et de naïveté parfois aux personnes en reconversion professionnelle. Vous vous retrouvez tous à travers ce master spécialisé. Merci, ce live touche à sa fin. Nous vous remercions de l'avoir suivi et à très vite sur notre studio Armat TV.